Mathilde Mougin, qui est la co-organisatrice donc, de cet événement, est aussi et surtout docteur agrégée, récemment docteur de littérature française, puisqu'elle vient de soutenir sa thèse en décembre dernier. Elle travaille sur la représentation de l'expérience du corps, du voyageur et du corps de l'autre dans plusieurs récits en langue française des XVIe et XVIIe siècles, issus de voyages effectués en Amérique du Nord, du Sud, en Europe, en Orient. Et son très brillant travail de thèse vise à interroger l'anthropologie de l'époque au sens du discours sur l'homme, dans une approche littéraire nourrie des apports de l'histoire et de la philosophie, avec une codirection, puisqu'elle avait remporté un contrat doctoral inter-école doctorale, avec Anne Carole pour directrice de thèse en histoire, et moi-même en littérature des voyages. Et un jury composé de manière mixte, hétérodisciplinaire, interdisciplinaire, d'historiens et de littéraires. Et elle nous propose là une réflexion qui est celle qu'elle mène actuellement sur la question des climats et des races, puisqu'elle co-organisera aussi un très grand colloque en juillet sur le Earth 16-18 dont elle a parlé tout à l'heure en introduction. Merci Sylvie pour cette présentation. Donc je commence sans plus tarder puisqu'on est un peu pressé par le temps. Dans la 6e partie du discours de la méthode, Descartes loue les vertus de la physique qui lui permet de connaître les rouages de la nature et de s'en rendre comme maître et possesseur, dit-il. Et on oublie très souvent la préposition. Je vous ai reproduit ici la citation, je ne la lirai pas dans le détail, mais on a déjà évoqué cette formule ce matin. C'est l'adage bien connu, caractéristique de l'ère du Descartocène, formule utilisée par Bérengère Parmentier, issue de la fusion du nom du philosophe et de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'époque caractérisée par l'influence de l'homme sur son environnement. Le XVIIe siècle marquerait donc le début d'une ère d'exploitation et de maîtrise de la nature, avant que celle-ci ne reprenne ses droits à travers, par exemple, le réchauffement climatique ou des catastrophes naturelles, autant d'avertissements signifiant à l'homme son hubris. Les récits de voyage des XVIe et XVIIe siècles, et en particulier ceux portant sur l'Amérique, terre à conquérir, témoignent de cet idéal d'exploitation. Le Nouveau Monde est en effet perçu comme un territoire vierge, regorgeant de ressources à exploiter. Si le continent américain est majoritairement occupé à l'époque par les Espagnols et les Portugais, les voyageurs français, puisque cette communication se concentrera spécifiquement sur des voyageurs français, donc, les voyageurs français témoignent aussi dans leur récit de cet imaginaire de l'exploitation, puisqu'il y a déjà quelques entreprises d'établissement ou même des entreprises coloniales, comme dans les Antilles françaises. Toutefois, la plupart des récits de cette époque font aussi état d'un discours sur le climat, reconnaissant à ce climat une forme d'agentivité à laquelle ils ne peuvent se soustraire. Le climat est pourvu d'une logique propre, et c'est ce que nous appelons aujourd'hui la théorie des climats, que l'on associe par exemple à Montesquieu, nous en parlions tout à l'heure, et dont Sébastien Douchet a parlé ce matin. Mais cette théorie des climats est à l'époque considérée comme une science, comme un savoir sur l'environnement. Je vous cite ici la déclaration de Dorine Rouillet, qui a consacré un livre sur la théorie des climats qui est ancienne, puisqu'elle est formulée dans l'Antiquité. Et donc cette théorie qui est formulée par Hippocrate, reprise par Aristote, fait l'objet d'une grande diffusion à la Renaissance, par l'intermédiaire de l'œuvre de Bodin. Et donc c'est à toute cette entreprise de diffusion que Dorine Rouillet a consacré son livre. Et dans une présentation de son livre, voici sa formule que je trouve assez éclairante. Aujourd'hui, les changements climatiques sont dans tous les esprits. Ce sont les effets de l'homme sur le climat qui nous préoccupent. Mais si on revient quelques années en arrière, on s'aperçoit que ce qui occupait alors le plus les pensées, c'était à l'inverse l'influence du climat sur l'être humain. Le climat était en effet considéré comme un agent ayant une influence sur les individus, déterminant leurs caractéristiques morales et aussi physiques. Et les voyageurs témoignent de ce déterminisme climatique. En effet, en voyageant, ils changent de climat. Alors, précision terminologique, le climat, à l'époque, n'était pas...
correspondait pas exactement à la météo ou au temps qu'il fait. Le climat a une conception vraiment géographique. Vous avez ici la définition qu'on peut trouver par exemple dans le dictionnaire de l'Académie à la fin du XVIIe siècle, qui définit le climat comme, donc c'est un terme de géographie, défini comme une étendue du globe de la Terre comprise entre deux parallèles. Et en voyageant, les hommes changent effectivement de climat. Alors, c'est donc cette interaction entre l'homme et son environnement dans le contexte viatique, dans le contexte du voyage, dont je vais vous entretenir dans cette communication. Nous nous poserons la question de savoir si le voyageur est soumis effectivement à une logique du climat qu'il ne peut pas contrôler. Nous nous intéresserons tout d'abord à la manière dont les voyageurs tentent de se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, en exploitant cette nature, ce qui fera écho notamment aux exemples cités par Sébastien Douchet ce matin, avant de nous intéresser au déterminisme climatique et à ses implications racialistes. Alors tout d'abord, se rendre maître et possesseur de la nature. Donc je voudrais commencer en vous citant ce passage extrait du récit de Jean de Léry. Jean de Léry est un huguenot qui a participé à une entreprise coloniale française au Brésil, entreprise appelée la France Antarctique, très brève, qui a eu lieu entre 1555 et 1560. Et Léry séjourne au Brésil une année à peu près, en 1557. Et il consacre un chapitre aux arbres, aux herbes, aux racines et aux fruits exquis que produit la terre du Brésil. Donc, Victoria a parlé ce matin de cet imaginaire de l'Éden qui se superpose à la description des contrées américaines à l'époque. Mais dans ce chapitre, Léry donne une vision de la nature qui est vraiment considérée comme une terre à explorer. Donc, la nature n'est pas vraiment envisagée comme un être vivant non humain, mais plutôt comme un environnement à explorer. Alors, les sauvages, donc, moyennant quelques robes de frise, chemises de toile, chapeaux, couteaux et autres marchandises qu'on leur baille, non seulement avec les cognets, coins de fer et autres ferrements que les Français et autres de par-deçà leur donnent, coupent, scient, fendent, mettent par quartier et arrondissent ce bois de Brésil, mais aussi le portent sur leurs épaules toutes nues, voire le plus souvent d'une ou deux lieues loin, par des montagnes et lieux assez fâcheux, jusque sur le bord de la mer, près des vaisseaux qui sont à l'ancre, où les mariniers le reçoivent. Donc, à travers cet extrait, nous pouvons observer le déséquilibre des rapports entre les Français et les Brésiliens, lesquels acceptent pour quelques babioles des robes, des chemises, d'accomplir ce travail extrêmement pénible. Ils portent à même leur peau nue des charges extrêmement lourdes. On peut aussi commenter l'accumulation des verbes d'action. Ils donnent, coupent, scient, fendent le bois. Ici, la nature et les hommes, le corps et le territoire, font l'objet d'une double exploitation, posant ainsi les fondements d'un capitalisme racial qui fait de l'homme indigène un objet de profit. Donc, un premier exemple pour montrer cet intérêt de la nature, cette nature considérée comme un objet d'exploitation, ce que nous avons aussi dans le récit de l'escargot. L'escargot a voyagé un petit peu plus tard que Jean de Léry. L'escargot est également un voyageur français mais catholique qui se rend en Acadie, qui est une région de l'actuel Canada. Et alors, je ferai écho à la communication de Juliette de ce matin. L'escargot vante l'agriculture en terre américaine. Il dépeint la nature américaine comme à travers la possibilité de son exploitation, comme il apparaît lors de la description de Port-Royal. Donc, voici cette description. Étant dedans le port, ce nous était chose émerveillable de voir la belle étendue, dit celui, les montagnes et coteaux qui l'environnent, et m'étonnait comme un si beau lieu demeurait désert, tout rempli de bois, vu que tant de gens languissent au monde qui pourraient faire profit de cette terre. Tout d'abord, peinture de Port-Royal comme une terre à explorer, et ensuite, il parle de la culture de la terre. À ce discours qui vante les ressources à conquérir s'articule une pratique agricole qui est chez lui étroitement liée à une anthropologie chrétienne du travail. Ce qui fait
Et il ne me semblait pas que c'était le cas hein, dans les auteurs, dans les exemples que tu as cités, Juliette, ce matin. Et cela est particulièrement net lorsqu'il évoque la satisfaction que lui procure le travail de la terre. Je cite, « Jamais je n'ai tant travaillé du corps pour le plaisir que je prenais à dresser et cultiver mes jardins. Les fermer contre la gourmandise des pourceaux, y faire des parterres, aligner les allées, bâtir les cabinets, semer froment, seigle, orge, avoine, fèves, pois, herbes de jardin et les arroser, tant j'avais désir de reconnaître la terre par ma propre expérience. » Et ce travail de la terre est placé sous le patronage divin puisqu'il dit, je cite, « Dieu a béni mon petit travail et eu mon jardin d'aussi beau froment qu'il saurait y avoir en France. » Comme l'expliquait Sébastien Douchet ce matin, la chute entraîne une transformation du rapport à la nature, hein, qui ne produit plus d'elle-même, contrairement à ce qui est le cas dans le paradis. Donc après la chute, la terre doit être cultivée par la main de l'homme. Et donc, l'escargot témoigne bien de cela. Et je ne développerai pas les enjeux de propagande hein, de cette peinture de la nature américaine qui est facilement cultivable, puisqu'il s'agissait aussi hein, pour l'auteur de dépeindre cette nouvelle terre comme étant hein, une terre regorgeant de ressources hein, pour encourager hein, d'autres expéditions en Acadie. Donc, ces exemples illustrent bien une relation de domination, hein, d'exploitation de la nature, une relation verticale. Et Dutertre va encore plus loin. Donc, un exemple que j'ai appelé l'Anthropocène antillais, vous allez comprendre pourquoi. Dutertre est un peu plus tardif, c'est un missionnaire dominicain parti aux Antilles françaises. Hein. Les Antilles sont il y a une colonie française dans les Antilles qui se développe dès la première partie du XVIIe siècle. Donc, Dutertre a composé une description, une histoire des Antilles françaises. Et dans cet exemple, il propose une peinture de la nature antillaise, mais qui est décrite comme une masse confuse avant l'intervention des Français. Donc, je vous cite l'exemple. L'on peut facilement juger qu'elle est considérée, hein, donc les colonies françaises dans cet état, et dans celui auquel elles sont aujourd'hui, il y a quelques rapports à ce qui arriva au commencement du monde, qui n'étant qu'une masse confuse et sans agrément, n'eut pas plutôt reçu l'ordre de la disposition que la sagesse y établit, qu'il parut un ouvrage digne de la puissance qu'il avait tirée du néant. En effet, c'est à peu près de cette manière que l'on doit parler de nos colonies, tirées, ce semble, du néant, à cause de la faiblesse de leur commencement, qui nous ont fait voir tant de confusion et de désordre qu'elles ressemblaient véritablement à un chaos rempli de ténèbres, qui n'a été démêlé dans la suite des temps qu'avec des peines incroyables et des travaux infinis. Et si nous les voyons maintenant dans un état pareil à celui du monde, lorsqu'il fut éclairé de la lumière du soleil, nous en avons obligation à notre triomphant monarque, qui, à guise d'un soleil éclatant, porte ses rayons dans ces pays éloignés, etc. etc. Donc ici, vous avez une analogie qui est faite entre la nature antillaise et le chaos hein, avant la création du monde, et qui, évidemment, identifie Dieu au roi soleil, hein, avec ses rayons. Christina Kullberg, hein, spécialiste de cet auteur, a notamment analysé ce passage. Et ce que l'on peut voir ici, hein, c'est cette incapacité à penser la nature indépendamment de son projet d'exploitation. Et donc la citation de Descartes est pleinement vérifiée dans cet exemple. Et Malcolm Ferdinand, dont il était question ce matin, cite justement cet auteur pour développer son concept de l'habité colonial. Pour lui, Dutertre illustre vraiment cela. Alors, je vais à présent m'intéresser à la manière dont les voyageurs ne sont finalement pas pleinement maîtres de l'environnement. Ils semblent subir ce dernier, à commencer par donc cela apparaît avec les plaintes qu'ils expriment notamment à l'occasion de du changement de climat. Puisque le voyage entraîne des changements de climat qui peuvent être vécus de manière plus ou moins douloureuse. Cela est particulièrement évident à l'occasion du passage de la ligne équatoriale, passage qui est caractérisé par qui expose les voyageurs à une chaleur extrêmement forte. Et donc, par exemple, Robert Schall
oui, voilà. Donc, dans cet exemple, Robert Schall parle du changement de température qui est très... donc, qui au cours de la navigation donc le fait beaucoup souffrir, mais je vais par manque de temps me concentrer sur les exemples les plus éloquents, qui sont les exemples indiens. Les voyageurs en Inde, à l'époque, s'accordent tous à reconnaître l'extrême chaleur indienne. Tavernier, qui a consacré sa vie au voyage en Orient, c'est un voyageur du XVIIe siècle, marchand, et donc qui raconte ces 6 voyages dans son récit, raconte par exemple qu'un coffret de médicaments et de contrepoison qu'il possède, donc ce coffret, en arrivant en Inde, donc les flacons de ce coffret vinrent à bouillir et à casser. Donc, ce qui met véritablement en scène cette rupture constituée par le passage d'un climat à un autre. La deuxième citation que vous pouvez voir ici est tirée du voyage de François Bernier, qui est un contemporain de Tavernier. Donc, François Bernier est un voyageur médecin qui a séjourné 10 ans à la cour du Grand Mogol. Et voici ce qu'il dit dans une déclaration très pathétique sur la chaleur indienne. Le soleil ne fait que se lever. Cependant, il est insupportable. Il n'y a pas un nuage, pas un souffle de vent. Mes chevaux n'en peuvent plus. Ils n'ont pas vu une herbe depuis Lahore. Mes Indiens, avec toute leur peau noire, sèche et dure, se rendent. Tout mon visage, mes mains et mes pieds sont pelés, et mon corps est tout couvert de petites pustules rouges qui me piquent comme des anguilles. Hier, un de nos pauvres cavaliers qui n'avait point de tente fut trouvé mort au pied d'un petit arbre dont il s'était saisi. Je doute si je pourrais passer la journée sans périr. Adieu, l'encre se sèche au bout de ma plume, et la plume me tombe des mains. Alors, ici, donc Bernier, dans cette déclaration très pathétique, montre bien que l'homme, loin d'être maître et possesseur de la nature, subit son environnement et ne peut le maîtriser. Outre cet inconfort, le climat est également perçu comme un agent déterminant les êtres vivants. Comme il apparaît dans cette citation de Léry, et qui est à recontextualiser par rapport à cette théorie des climats. Donc voici ce que dit Léry dans l'avertissement de l'auteur de l'édition de 1611. Les climats et terre et pays non seulement ne rapportent pas fruits semblables, mais grandement différents les uns des autres, même en ce qui concerne la nourriture des hommes, et qu'aussi les animaux soient presque tous dissemblables. Donc le climat ne procède pas simplement d'un découpage géographique. Le climat est également un agent discriminant les populations et les êtres vivants. Le climat est un principe de distinction des espèces et au sein d'une même espèce, distingue des groupes. Alors, un mot de la théorie des climats que j'ai présenté en introduction. Donc, comme je vous le disais, Hippocrate est le premier à l'affirmer dans son traité Air, eau et lieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il explique que l'environnement détermine la complexion physique et le caractère des hommes. Il oppose par exemple les Asiatiques et les Européens. Les Européens qui seraient par exemple belliqueux. Aristote, un peu plus tard, reprend cette poétique cette théorie dans la politique, où il présente, je cite, les qualités des peuples selon le climat. Il oppose les régions froides de l'Europe et les Asiatiques, mais il ajoute un troisième terme, à savoir les Grecs, qui correspond à un juste milieu dans une zone tempérée. Baudin reprend à son compte cette théorie à la Renaissance, qu'il diffuse notamment dans les livres de la République. Et donc voici par exemple le partage qu'il fait. Donc ceux qui sont aux extrémités des pôles sont pituiteux et le méridional mélancolique. Aussi, ceux qui sont 30 degrés par-deçà le pôle sont plus sanguins et ceux qui approchent du milieu plus sanguins et colères. Et puis tirant vers le midi, plus colères et mélancoliques. Aussi sont-ils plus basanés de noir et de jaune qui sont les couleurs de la mélancolie noire et de la colère jaune. Donc le climat détermine l'humeur, c'est-à-dire l'équilibre des fluides du corps humain. Vous savez que à l'époque, on considère que le corps est composé de 4 humeurs, le sang, la phlegme, la bile noire et la bile jaune, et que la prédominance d'une humeur sur une autre détermine le tempérament.
donc, et la psychologie, pour le dire avec des termes anachroniques et d'aujourd'hui. Et par exemple, le mélancolique, c'est celui qui a un excès de bile noire. Et alors, l'humeur ne détermine pas seulement les caractéristiques morales, mais a aussi une influence sur le physique. Donc Baudin explique par exemple que les peuples du Midi sont plus basanés que les autres. Cette pensée, cette théorie du climat explique aussi la politique, le système politique des différents pays, comme la tyrannie orientale, qui est liée, qui est expliquée par l'humeur des peuples du Midi. Donc, cette théorie, cette pensée du déterminisme mésologique, c'est l'adjectif qu'on emploie pour parler de ce déterminisme climatique. Donc, cette pensée du déterminisme mésologique irrigue à son tour les récits de voyage qui semblent corroborer l'idée d'une solidarité entre les peuples et leur environnement. Jean de Léry, par exemple, explique que, attendu la région chaude où ils habitent, les Brésiliens, n'étant pas autrement noirs, ils sont seulement basanés, comme vous diriez, les Espagnols ou Provençaux. Donc la couleur des Brésiliens est vraiment liée à la région qu'ils habitent. La terre peut également influencer, peut également être un principe de détermination, comme il apparaît dans cette citation tirée des 6 voyages de Tavernier. La qualité de l'air sont diverses en Perse selon la diversité des contrées. L'air de Mazandran est très mauvais. C'est un pays de marécages où il y a une infinité d'insectes. Et ces marais se desséchant en été, ils meurent et infectent l'air. Il y a aussi tant de méchantes eaux dans le Mazandran que la terre en regorge et que souvent elles inondent une partie du pays, de quoi les habitants prennent une couleur de terre. Donc il y a vraiment une solidarité entre l'homme et son environnement. Concernant le déterminisme psychologique, je le mets entre guillemets, Bernier explique que la chaleur indienne est à l'origine de l'humeur lente du pays. L'auteur estime par exemple que le climat indien cause, je cite, cette faiblesse et abattement du corps et de l'esprit. Et les voyageurs eux-mêmes sont frappés de ce déterminisme. Tavernier, toujours, explique à propos des Portugais qui arrivent en Inde que, comme ils changent de qualité, ils changent aussi de naturel. Et l'on peut dire que les Portugais habitants des Indes sont les plus vindicatifs et les plus jaloux de leurs femmes de tous les peuples du monde. Toutefois, mais dans les récits de voyage, les voyageurs sont quand même peu exposés à ce déterminisme climatique. Les voyageurs, en revanche, utilisent cette grille climatique pour rendre compte des populations qu'ils rencontrent, et notamment pour expliquer la différence entre les peuples. Et ce sera mon dernier point, où je vais tenter d'exposer les implications racialistes de ce discours climatique. Donc le découpage des peuples en fonction du climat, d'un climat qui détermine le corps et l'humeur, conduit à interroger la pensée de la race. Dans quelle mesure l'environnement est un agent de division des peuples, mais les peuples conçus comme des communautés essentiellement distinctes les unes des autres. Donc, je vais juste préciser ce que j'entends par race. La race est une pensée ségrégative qui considère qu'il existe des groupes humains, mais que ces groupes humains sont essentiellement différents les uns des autres. Et ces critères, sur la base de critères physiques et moraux. Alors, ici, je reprends... par exemple, la définition qu'en donne Todorov, qui articule l'idée, cette idée d'existence, articule cette idée de différence entre les peuples, et que ces différences seraient dues à des critères physiques et moraux, mais critères physiques et moraux conçus comme solidaires les uns des autres. Et à ces critères s'ajoute une distinction, une hiérarchie entre les races. Voici les fondements de l'idéologie racialiste. Certaines études considèrent qu'on ne peut parler de la race avant le développement des taxonomies naturalistes du XVIIIe siècle, siècle de Linné et de Buffon qui proposent un classement des races en fonction de la couleur de peau. Toutefois,
de plus en plus d'études, d'historiens notamment, historicisent cette pensée de la race pour la faire remonter au moins au XVIe siècle, si ce n'est pas à l'Antiquité. Et alors, le déterminisme climatique est en principe incompatible avec cette pensée de la race, puisque le climat est un agent de modification, mais accidentel, à l'origine de différences accidentelles qui seraient réversibles. Toutefois, au contact de l'altérité, les voyageurs articulent ce discours des climats avec une pensée de l'essentialité des différences, et c'est ce que je vais exposer en quelques mots parce que j'ai bientôt terminé. Et donc, je présenterai l'exemple de Théophraste Renaudot, qui est un auteur, l'auteur du bureau d'adresse qui renferme en fait des conférences. Il y a notamment une conférence sur les nègres. Donc cette conférence met en scène plusieurs disputants qui s'affrontent et qui s'interrogent sur l'origine de la couleur de peau des Africains. Et donc, l'idée d'un déterminisme du climat est ici affirmée. Il y en a un qui explique que c'est la chaleur du soleil qui produit, qui est à l'origine de la peau noire, de la peau foncée. L'astre noircit l'Éthiopien. Et alors, il y a un autre disputant qui ajoute à ce déterminisme du soleil un déterminisme de la Terre. Mais enfin, donc je voudrais me concentrer sur le dernier exemple tiré de François Bernier, que j'ai déjà cité, qui est un voyageur, et qui, à l'issue de son voyage, produit un petit texte intitulé la nouvelle division de la Terre par les différentes espèces et races d'hommes qui l'habitent. Dans ce texte, François Bernier propose une classification des races humaines. D'aucuns considèrent que c'est le premier à employer le terme de race au sens moderne, mais bon, ça c'est quelque chose qui est discuté, mais enfin, ce qu'il faut voir ici, c'est que Bernier nie le déterminisme climatique dans l'article qu'il fait à propos des Africains, où il dit que la noirceur leur est essentielle, c'est le deuxième point, et la cause n'en est pas l'ardeur du soleil. Et ce qui est intéressant de voir à cette époque, et notamment on peut faire dialoguer cette citation avec celle de Renaudot qui le précède de quelques décennies. Il y a une concurrence entre la thèse climatique et une thèse qui serait physiologiste, puisque Bernier explique la couleur de peau des Africains comme étant due à la semence ou au sang. Donc une explication biologique, entre guillemets. Et ce débat entre un déterminisme climatique et un déterminisme physiologiste n'est pas tranché au siècle suivant, puisque Buffon intègre cette pensée climatique à sa pensée des races, puisqu'il considère qu'à l'origine, il y avait un modèle unique d'homme blanc, et que les différences des races humaines sont en fait le produit de l'action du temps et d'une altération liée au climat. Mais avec le temps, cette altération qui était accidentelle devient quelque chose de naturel, biologiquement transmis. Donc pour conclure, nous voyons bien que dans cette ère du Descartocène, il est indéniable que le rapport des voyageurs à leur environnement est marqué par une idée d'exploitation, de maîtrise, et nous aurions aussi pu parler de l'objectivation scientifique de la nature qui nourrit le savoir naturaliste et zoologique qui constitue une importante part des récits de voyage de l'époque. Toutefois, les voyageurs sont rappelés par une logique du climat à laquelle ils ne peuvent se soustraire, qui se manifeste à eux notamment par cet inconfort lié au changement de climat avec notamment la chaleur indienne. Et enfin, la théorie du climat héritée de l'Antiquité et de la Renaissance influence leur appréhension de l'altérité. Et c'est ce que nous avons vu. Et donc le climat fournit vraiment aux voyageurs un modèle d'appréhension et d'explication de l'altérité,
que vient concurrencer un modèle physiologiste d'explication de la différence. Et alors, pour terminer, ce que l'on peut voir aussi, c'est cette concurrence entre les deux modèles. Cette concurrence fait toute la spécificité de la pensée de la race à l'époque moderne. Époque moderne, j'entends au XVIe et au XVIIe siècle, qui est un modèle différent de celui du déterminisme biologique, avec cette pensée de la transmission héréditaire qui sera affirmée au siècle suivant. Voilà, je vous remercie. 26 minutes.